PC24+, mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal dont voici les principaux titres. Rencontre mercredi dernier entre l'informateur Augustin Kabouya et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde dans le cadre de la deuxième phase des consultations entamées par l'informateur. Vous aurez droit à d'autres détails dans ce journal. Le monde entier célèbre ce 22 mars 2024 la journée mondiale de l'eau avec pour thème choisi par les Nations Unies, l'eau pour la paix. Et enfin, les Léopards dames basket 3x3 ont réussi à se hisser en demi-finale face aux éléphants de la Côte d'Ivoire le jeudi dernier aux 13e Jeux africains Dakar 2024. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. Une fois de plus, bienvenue. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a été reçu le mercredi dernier dans la soirée par l'informateur Augustin Kabouya. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la deuxième phase des consultations entamées par l'informateur conformément à la nouvelle mission lui confiée par le chef de l'État. Les détails dans ce reportage de Jean-Luc Tchibangou et Jocelyn Pouy. Suivez. Se confiant à la presse à l'issue des échanges, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est largement revenu sur le sens de cette deuxième phase de consultation de l'informateur qui constitue une étape importante avant la formation imminente du gouvernement conformément à la vision et à la ligne édictée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Les questions liées à la taille et au format du prochain gouvernement ont été abordées. Et aujourd'hui, notre force politique, la dynamique Agissons et Bâtissons, NABE, constituée de ses forces, l'ADA, l'AB, l'ANB, avec au total ces 47 députés, pour suivre d'abord les indications qui devaient nous être données dans cette deuxième phase. Cette deuxième phase comporte les éléments de cohésion gouvernementale et puis les axes programmatiques qui vont guider au travail de ce gouvernement. Donc nous avons eu essentiellement échangé sur la taille et le format du gouvernement qui doit tenir compte de nos réalités actuelles qui doivent aller vers le sens de la rationalisation et ensuite sur les priorités. Le numéro 1 de la dynamique Agissons et Bâtissons a par ailleurs souligné avoir rappelé le poids de sa force politique qui se place deuxième après l'UDPS à l'issue de la publication des résultats définitifs des législatives nationales. La dynamique Agissons et Bâtissons entend ainsi participer à la gestion de la chose publique, non seulement au niveau de l'instance gouvernementale, mais aussi au niveau de toutes les institutions, afin de contribuer à la matérialisation de la vision du président de la République dans le cadre de l'Union sacrée de la Nation. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Peter Kazadi a visité le mercredi dernier les premiers modèles de conteneurs devant servir de matériel pour l'identification de la population congolaise qui attend à voir sa carte d'identité. D'ample précision dans cet élément. Suivez. Cette visite au site de l'ONATRA à Kinshasa a permis aux patrons de l'intérieur en RDC de se faire une idée de l'avancement des préparatifs pour le processus d'acquisition des cartes d'identité nationale. Je comprends l'impatience de la population puisque ça fait des années qu'ils n'ont pas leur carte d'identité, ce qui fait la fierté d'appartenir à une nation. Mais je dois ici rassurer que le processus était un peu long mais laborieux. Nous l'avons commencé au mois de juin. Il fallait passer commande des différents matériels qui devaient servir de démarrage aujourd'hui. J'ai le bonheur d'annoncer à la population que tous les matériels pour les 24 communes de la ville de Kinshasa sont présents à Kinshasa. Aujourd'hui, je suis venu visiter les premiers modèles de conteneurs qui vont abriter toutes les opérations avec toutes les machines. Là où les gens iront s'enrôler, j'ai validé les modèles de conteneurs. Je pense que dans les tout prochains jours, une opération d'enregistrement de masse va être lancée et chacun des Congolais pourra cette fois-là avoir sa carte. Cette démarche va à coup sûr aboutir à identifier tous les Congolais qui auront des cartes d'identité, une opération qui démarre par Kinshasa avant de s'étendre à travers le pays.
Levée du moratoire sur la peine de mort en RDC, les réactions continuent de tomber. La dernière en date est celle du Germain Kambinga, président des regroupements politiques des centres. Selon lui, même le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a-t-il déclaré, est un abolitionniste car cette mesure a été prise seulement pour mettre à mal l'ennemi. Germain Kambinga a également proposé une alternative selon laquelle il serait judicieux de renforcer le système sécuritaire. Il est au micro de John-Élie Mboui. Suivez. Écoutez, moi je suis un centriste, donc par philosophie de vie, je suis opposé à la peine de mort. Et je peux même mettre ma main à couper que le président de la République aussi est un abolitionniste. Je ne pense pas que lorsqu'on analyse le positionnement humaniste et l'homme de gauche du président, qu'il soit pour la peine de mort. Il y a une requête, si vous voulez, du commandement militaire qui est à la recherche de toutes les stratégies possibles pour mettre en mal l'ennemi et faire face aux différentes difficultés. Il y a tout un débat, certainement, qu'il faudra approfondir pour voir quelle pourrait être la solution la meilleure. Est-ce que le rétablissement de la peine de mort est une solution ou est-ce qu'il y a d'autres pistes à explorer? Pour ma part, je reste convaincu que l'infiltration de l'armée n'est pas un fait singulier à la République démocratique du Congo. L'armée la plus infiltrée, c'est l'armée américaine. L'armée française est infiltrée, l'armée russe est infiltrée, l'armée japonaise, certainement, l'armée chinoise, probablement. Maintenant, comment est-ce que ça se règle? En règle générale, c'est le renforcement du contre-espionnage, des services de renseignement. Donc, il faut appliquer en priorité les recettes utilisées par les autres nations qui font face aux mêmes enjeux de géostratégie en termes de défense. C'est renforcer la DEMIAP, renforcer l'ANER et les différents services de renseignement avec des moyens, avec des formations et avec une adaptation de leur mode de fonctionnement aux impératifs actuels. C'est lutter contre l'infiltration, avoir du renseignement en termes prospectifs sur les intentions de l'ennemi ou des ennemis. Voilà vers où moi je pencherais plutôt de voir nos autorités diriger leurs efforts. Maintenant, ils sont aux commandes. Il lève des options, nous attendons de voir l'efficacité. Intervenant dans l'émission Exclusivité 24 sur la télévision, Germain Kambinga a dit que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi était le seul qui détient le pouvoir de choisir et de nommer les futurs locataires de la primature. Et ceci ne sera basé que sur la compétence et les résultats. On l'écoute une fois de plus au micro de John-Élie Mboui. D'abord, il faut savoir qu'on a un président de la République qui a eu 73%. Donc on est, par la volonté du peuple, dans un quasi-plébiscite qui présidentialise fortement les perspectives de gouvernance du pays, parce que les espoirs du peuple sont tout entièrement dirigés vers une seule et même personne, Félix-Antoine Tshisekedi, le président de la République. Partons de là, c'est un homme qui doit librement choisir son premier ministre au-delà de toutes les contingences politiques. Il ne doit être dicté que par une seule logique, c'est la logique de la compétence, des résultats. Compétence et résultats. Voilà quel doit être le guide du choix que le président de la République devra opérer. Il devra opérer en choisissant la personne qui lui paraît avoir les compétences nécessaires et qui lui permettra d'atteindre les résultats. C'est le seul critère. Aucune contingence politique. Parce que le chef du gouvernement, c'est qui finalement? C'est la cheville ouvrière, dépositaire avec son gouvernement de la vision du président de la République. Vision, base sur laquelle le président de la République a été élu. Donc, le chef doit choisir une personne qui lui permettra de réaliser sa vision, d'atteindre les résultats espérés par la population au-delà des contingences politiques. Je pourrais même pousser plus loin et penser qu'au-delà de la logique des récompenses, la compétence doit occuper le premier plan, même dans le choix de ceux qui vont composer le prochain gouvernement. C'est un des derniers gouvernements du président Tshisekedi, il est à son dernier mandat, le peuple compte sur lui. En réalité, j'ai presque envie de dire, il n'a pas droit à l'erreur.
Le gouvernement de la République, à travers son ministre de la Justice, Rose Mutombo, avait reçu les instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de faire subir la rigueur de la loi des députés provinciaux, candidats gouverneurs et sénateurs qui se céderont à la corruption pendant les élections sénatoriales et de gouverneurs prévues au mois d'avril prochain. En réaction, les députés provinciaux honoraires de la province du Kasaï oriental, Bavomboui, Mukuna, pense que l'État congolais doit commencer par payer les élus provinciaux avant de mettre une telle sanction. Bavomboui est joint au téléphone par Johnny Limboui. Suivez. Le grand problème qui est là, les députés provinciaux, ceux qui sont sortants, ils ont 13 mois d'arriérés, ils n'ont jamais eu de frais d'installation, ils n'ont jamais eu même leurs indemnités de sortie, à part d'autres avantages qu'ils pouvaient avoir. Mais aujourd'hui, même ceux qui qui sont entrés en fonction pour le moment, ils n'ont jamais eu une petite rémunération. Mais pensez-y, les pauvres. Même quand vous avez votre domestique à la maison, nous n'encourageons pas que les gens fassent le mal. Mais même votre domestique à la maison, vous prenez les salaires est purement alimentaire. Vous avez 3, 4, 5 mois sans rémunérer une personne, vous allez demander à votre travailleur de ne pas prendre un petit foufou que vous avez à la maison pour aller survivre avec sa famille. Ah, alors, nous pensons à ce moment-là, pour nous, que c'est une aberration, c'est une bonne chose. Il faut commencer, au lieu de traiter la fièvre qui n'est qu'un symptôme qui accompagne la malaria, il faut commencer par rémunérer ces gens et puis leur interdire formellement de ne pas monnayer ou bien de ne pas trafiquer les suffrages qu'ils vont nous présenter. Et alors là, la corruption va s'arrêter parce qu'il y a toujours un corrupteur et un corrompu. Économie en bref, les instructions relatives aux routes prioritaires à construire dans le cadre du programme sino-congolais ont été données par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi aux responsables de l'Agence nationale chargée du pilotage et du suivi des conventions signées entre la République démocratique du Congo et des partenaires privés au cours d'une audience jeudi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, a appris l'ACP des sources présidentielles. Nous sommes venus recevoir les instructions du président de la République démocratique du Congo en termes de priorités et que nous allons traduire en programme, a déclaré Freddy Iodi, directeur général de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés. Comme je l'ai annoncé à l'entame de ce journal, le 22 mars est en effet la journée mondiale de l'eau. Avec pour thème l'eau pour la paix, cette journée a été désignée par les Nations Unies afin de sensibiliser sur l'importance de l'eau douce et de promouvoir une gestion durable des ressources en eau. La journée mondiale de l'eau vise à attirer l'attention sur les défis liés à l'eau dans le monde entier. Sarah Bapa pour le détail. Suivez. L'eau peut être source de paix ou de conflits selon les thèmes choisis pour cette année. Lorsque l'eau est rare ou polluée, ou encore que certains n'y ont pas accès ou y ont accès inégal, des tensions peuvent apparaître entre des populations et les pays concernés. Plus de 37 milliards de personnes dépendent de ressources en eau transfrontières. Pourtant, 24 pays seulement ont conclu des accords de coopération pour l'ensemble de leurs ressources en eau partagées. La santé publique et la prospérité, les systèmes alimentaires et énergétiques, la productivité économique et l'intégrité environnementale sont tous tributaires d'un cycle de l'eau fonctionnel et gèrent de matière équitable. Cette journée offre l'occasion de souligner l'importance de l'eau dans la vie quotidienne ainsi que les défis auxquels les humains sont confrontés pour assurer un accès équitable à l'eau potable et à l'assainissement pour tous. Elle vise également à encourager la conservation de l'eau, la protection des ressources en eau et la recherche de solutions durables pour faire face aux problèmes liés à l'eau dans le monde entier. L'humanité doit prendre conscience que l'eau est non seulement une ressource à utiliser et dont on se dispute l'usage, mais aussi un droit humain intrinsèque à tous les aspects de la vie. En cette journée mondiale de l'eau, tout le monde doit unir ses efforts à propos de l'eau et l'utiliser en faveur de la paix, en jetant les bases d'un avenir plus stable et plus prospère.
Il est important de noter que l'eau est une ressource précieuse et limitée et que de nombreux pays et régions du monde sont confrontés à des problèmes d'accès à l'eau propre et à des services d'assainissement adéquats. La Journée mondiale de l'eau rappelle donc l'importance de prendre des mesures pour protéger et gérer judicieusement cette ressource vitale. Une brève de plus dans ce journal. La société civile Force Vive du Maniema demande au gouverneur intérimaire Afani Idrissa Mangala de reporter sa décision accordant 45 jours à l'association des exploitants des perroquets pour leur permettre d'évacuer ces oiseaux. Pour la société civile, cette décision du gouverneur met en danger cette espèce en voie de disparition. Dans un entretien avec la presse locale jeudi dernier, Maître Stéphane Kamundala, président de la société civile Force Vive du Maniema, s'interroge sur la provenance de ces espèces en voie de disparition. Et enfin, pour finir, j'allais dire, en sport, la RDC est qualifiée en demi-finale du tournoi féminin du basket 3x3 aux 13e Jeux africains. Une qualification acquise face à la Côte d'Ivoire 13-12 le jeudi dernier sur le parquet d'Accra University Stadium. Suivez. C'est au-delà du bout que les Léopards dames ont arraché leur qualification en demi-finale du basket 3x3. Une victoire 13-12 à l'arraché en overtime après un score de 12 partout face à la Côte d'Ivoire au temps réglementaire, conséquence d'un apprentissage. C'est une jeune équipe, mais c'est une jeune équipe qui monte. Et je peux vous assurer en passant que c'est une équipe qui moi-même est en train de me surprendre. Parce que le stature que nous avions a pratiquement été désintégré. Nous avons commencé très haut, mais il y a une baisse de régime. Là, c'est ce que je viens de dire aux enfants, il faut un bon mental et une bonne récupération. Elles doivent beaucoup dormir. Face aux Nigérians en demi-finale, le temps de récupération est à minime. L'impératif de la team RDC est d'être plus précise qu'incisive. Bon frère, on va essayer de faire le nécessaire le temps qu'on puisse le récupérer. Je crois que le médecin, le kiné va essayer de récupérer le fils ce soir ainsi que demain matin. Nous chercherons à le reposer complètement et c'est un peu de le parler afin qu'il puisse vraiment livrer un très bon match. Mais c'est possible parce que nous avons quand même aussi du talent et si ce jour-là, leur patte est bonne, je pense que ça ira. Devant un public exigeant assoiffé du spectacle dans ces quarts de finale, un mental fort était nécessaire autant qu'il fallait être athlétique. Et je connais la force de chacune entre eux et je sais que ça ira. Peut-être ils n'ont pas beaucoup de tirs, mais ils sont là, ils sont en train de driver. En regardant le match de Bénin, il fait des drives, mais je sais que ça ira. Ce choc se déroulera sur le parquet d'Accra University Stadium ce vendredi 22 mars 2024 devant sûrement les étudiants grands accros de la discipline qui a pris en otage leur campus depuis un certain temps. C'est sur cette note sportive que nous mettions un terme à cette grande édition du journal. Avant de nous séparer, toute l'équipe des C24 Plus souhaite un très joyeux anniversaire à celle qu'on appelle Karine Kabango. Mesdames et messieurs, au revoir.